Chers amis et collègues, bonjour. Après octobre, le mois de la conservation préventive, nous célébrons en novembre le mois de la conservation curative. Rappelons que la conservation, c'est l'ensemble des mesures prises afin de prolonger la vie des biens culturels, en évitant, dans la mesure du possible, leur dégradation naturelle ou accidentelle. Partage à son tour en conservation préventive et autres curatives. On a vu pendant le mois d'octobre que la conservation préventive s'attaque aux causes de la dégradation. Elle consiste à agir indirectement sur le bien culturel afin d'en retarder la détérioration ou d'en prévenir les risques d'altération. En créant des conditions optimales de préservation, elle s'exerce aussi lors de la manipulation, le transport, le conditionnement, le stockage et l'exposition des biens culturels. Durant novembre, le mois de la conservation curative, nous allons essayer d'étudier les effets de la dégradation dans le but d'intervenir directement sur le bien culturel afin d'en retarder l'altération. Nous allons essayer également de soulever la question de la restauration, qui consiste encore à intervenir directement sur les biens culturels endommagés dans le but d'en faciliter la lecture, tout en respectant autant que possible leur intégrité esthétique, historique et physique. Les actes du conservateur-restaurateur dépendent notamment de la nature des biens culturels qui se divisent en trois catégories. Nature organique, c'est-à-dire émanant d'une source vivante, source animale comme la peau, le cuir, la soie, la laine, l'ivoire, etc. Et source végétale comme le bois, la fibre ligneuse, lin, coton, papier, etc. Nature inorganique, c'est-à-dire source minérale, comme les métaux, les verres, céramiques, lapidaires, mosaïques, etc. Et composite, c'est-à-dire que l'objet est à la fois organique et minéral. Ceci est fréquent surtout dans les instruments de musique. C'est pour cette raison qu'on a réparti ces journées d'études de novembre consacrées à la conservation curative par nature de matériaux. Donc, la première semaine consacrée aux métaux, la deuxième pour la céramique et le verre, la troisième semaine destinée aux mosaïques, la quatrième et non pas la dernière pour les objets organiques. Sans trop tarder, et avant de céder la parole à nos talentueux restaurateurs, le directeur du Laboratoire national de la restauration des biens culturels, M. Mohamed Bedi Abidouh, va nous présenter cette institution qui est à vrai dire méconnue par les Tunisiens, alors qu'elle joue un rôle essentiel dans la conservation de notre patrimoine. Bedia, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Madame Samah. Est-ce que تسمع فيا توا؟ Oui, اسمع فيك. مرحبا بكم ومرحبا بالحضور الكل. كاميرا. باش ما نطولش عليكم نبدا بالتعريف. مخبر المحافظه وترميم المجموعات الثقافيه مهامه وطموحه. مخبر المحافظه وترميم المجموعات الثقافيه. يحتوي مخبر المحافظه وترميم المجموعات الثقافيه جزء من الجناح الايسر للقصر السعيد الكائن بمنطقه باردو بتونس. تم تجديد مبنى المخبر من قبل المعهد الوطني للتراث وفقا للمعايير الدوليه الخاصه بورشات الترميم. ينقسم الى قسمين. القسم الاول يضم الفضاء الاداري والثاني يشتمل على ورشات الترميم والتحاليل. وتعود تاريخيا نشأة النواة الأولى لهذا المخبر إلى فترة الثمانينات من القرن الماضي وتحديدا بالمتحف الوطني بباردو، ثم تحول مقره بالقصر السعيد في شهر نوفمبر 1992. يستعمل ويطبق المخبر الأساليب العلمية المحافظة وترميم المجموعات الثقافية من مختلف أصنافها بهدف إطالة مدى حياة المجموعات الأثرية لأطول فترة ممكنة من خلال التحكم والسيطرة على عوامل التلف الكيميائية والفيزيائية والعوامل الطبيعية المحيطة بها. هنا أمامكم القصر السعيد على يسار الشاشة ومدخل المخبر على اليمين، مخبر المحافظة وترميم المجموعات. تتوزع ورشات الترميم والتحاليل كما يلي: قاعة لصيانة وترميم الخزف والزجاج، قاعة الميكروسكوبيات، آلات القياس للمحيط الطبيعي وآلات الأوزان الدقيقة، قاعة المواد الكيميائية، قاعة لصيانة وترميم المعادن، قاعة لصيانة وترميم الخشب، قاعة لصيانة وترميم المنسوجات والجلد،
قاع لصيانة اللوحات الفنية الزيتية والمائية وغيرها في صدد الإنجاز، قاع للاختبارات والتحاليل الخاصة بأصالة المجموعات الثقافية. المكتبة تتوفر فيها مراجع وكتب هامة في ميدان الصيانة والترميم في جميع الاختصاصات إلى جانب المجلات والنشريات. ويضم المخبر عدد من الأعوان منهم الإداريين والعملاء والمحافظين المختصين في الصيانة والترميم، كل على حسب نوعية المواد. مهام المخبر: يتم في هذا المخبر ترميم وصيانة المادة الأثرية سواء كانت فخارية أو زجاجية أو معدنية أو خشبية أو نسيج أو أي مادة أثرية أخرى، وهو مجهز بمعدات ومواد للتنظيف والصيانة والترميم، كما هو أيضا مجهز بأدوات التصوير والمواد الكيميائية والمواد الميكانيكية والميكروسكوبية. ولا يقتصر دور هذا المخبر على معالجة المادة الأثرية الآنية، بل يتعداها للمحافظة عليها لأطول مدة ممكنة، هذا فضلا على القيام بالتحاليل والاختبارات، معرفة أصالة القطع التراثية، مع القيام بالتفقد الدوري للمتاحف ومخازنها، وإسداء النصح والتوجيه في مجال المحافظة الوقائية وكيفية عرض أو خزن المجموعات الثقافية حسب المعايير العلمية. كما يشرف المخبر على دورات تدريبية وتقنية في مجال المحافظة الوقائية، المحافظة العلاجية والترميم من قبل المحافظين المختصين، هدف تمكين الطلبة من اكتساب قدرات ومهارات في هذا المجال. ويستقبل المخبر وفودا مختلفة من الزائرين، باحثين، سياسيين، طلبة وتلامذة، لمعرفة أنشطة المخبر ولربط شراكات تعاون مع المؤسسات العلمية. يبقى المخبر رهينة عصر التكنولوجيات الحديثة والمستحدثة، ويسعى لتطوير آلياته، أنظمته وبرمجياته والتكوين الدوري المستمر لأعوانه، ليقدم خدماته باختزال الزمن وبجودة عالية من الحرفية والإتقان. أمامكم قاعة التحاليل المجهري وقراءة الصور بالأشعة. هنا قاعة ترميم الخزفيات والبلوت، أطيل عليكم كثيرا لأن هناك ما زال لكونتكست. قاعة ترميم المعادن وتعيير المعادن النفيسة. قاعة ترميم المنسوجات. قاعة ترميم وتزويق الخشبيات. صور تجسد بعض التحاليل والاستنتاجات. مثال لجثثات التحاليل والاستنتاجات، وسنوافيكم بمثال فيما بعد في الأيام القادمة إن شاء الله. هنا بعض من التقارير تجسد بعض الزيارات الميدانية من قبل المخبر في مجال المحافظة الوقائية، وتتم في هذه الزيارات رصد وقياسات نسبة الرطوبة الأصلية، درجات الحرارة، البريسيون الضغط الجوي، طود CO2 أيضا كما ترون في الدياجرام الجرافيك والذكر جداول الموجودة. بعض من الصور المجسدة لبعض الزيارات التفقدية والتشريفية مع السيد مدير دائرة المتحفية سابقا ومؤسسه الحبيب بن يونس، وهنا مع السيد مدير مخبر التراث المنقول سابقا ومؤسسه السيد سليم خسرف. في نفس السياق مع السيد مدير دائرة المتحفية سابقا المنصف بن موسى، وأنا مع السيد مدير دائرة المتحفية لطفي بن. بعض من الصور المجسدة لبعض الملتقيات لعقد اتفاقية شراكة في صدد الإنجاز بين المعهد الوطني للتراث في تونس وكلية دار الكلمة ببيت لحم في فلسطين، كذلك اتفاقية شراكة في صدد الإنجاز بين المعهد الوطني للتراث والمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر في مدينة الثقافة. مع السيد المدير العام للمعهد الوطني للتراث السي فوزي محفوظ والسيدة وزير الشؤون الثقافية سابقا شيرز العكيري. هنا بعض الصور مجسدة لبعض الزيارات العملية والتحسيسية للمخبر مع السيد مدير التراث لدى وزارة الشؤون الثقافية سابقا، ومع السيد السفير الإيطالي سابقا، مع السيد المدير مشروع تنفيذ من إيطاليا، وهنا مع السيدات الخبيرات في مجال الترميم من متحف اللوفر. نحب نوريكم الصور تم مد وجزر بين متحف اللوفر وبين المخبر بتاعنا. بعض من الصور المجسدة أيضا لبعض الزيارات العملية والتحسيسية المخبر مع جيل المستقبل بلدات وأولادنا وحميل المشعل من بعدنا التلاميذ النجباء. ما يجب على محافظ التراث المختص معرفته في المخبر؟ صحيح أن محافظ التراث يجب أن يكون ملما بالتاريخ وبالفنون وبمعرفته الجيدة للمجموعات المتحفية وتصنيفها حسب ما هو إثنوغرافي أو أركيولوجي أو ثقافي.
بالمقابل يجب أن يكون له درجة معينة في معرفة ميدان علوم المحافظة التي تشمل 3 أصناف جد هامة: المحافظة الوقائية، المحافظة العلاجية، والترميم. هذه الأصناف مرتبطة بالدرجة الأولى ب4 علوم صحيحة، وهي العلوم الطبيعية، العلوم الفيزيائية، العلوم الكيميائية، والرياضيات. ومن هنا نتساءل عن الروابط العجيبة بين هذه العلوم والمحافظة التي سيتم تحليلها جزئيا في العناصر التالية وأيضا مختصرة. العلاقة بين المحافظة على التراث والعلوم الطبيعية. المثال الأول: للحفاظ على مجموعة متحفية متكونة من مواد علوية يجب على المحافظ معرفة ميدان البيولوجيا، وذلك باستنتاج نوعية المواد المكونة لهذه المجموعات، لكن لنوعية الحشرات أو الطفيليات أو العضويات المجارية التي تخفها أو تلحق الضرر بها. وعند معرفته للأسف بالتأكيد سيستنتج طريقة عيشها ونموها، وبالتالي معرفته لطريقة العلاج والمواد التي يجب استعمالها دون إتلاف المجموعة المتحفية. المثال الثاني: للحفاظ على مجموعة متحفية متكونة من مواد غير عضوية كالصخريات والمعادن يجب على المحافظ أن يكون مطلعا على ميدان الجيولوجيا ليستدرك نوعية الصخريات والمعادن المكونة للقطعة الأثرية، وبالتالي استنتاجه لقوتها الميكانيكية، هذه الاحتجاجات المضرة بالقطعة، استنتاجه لصلابتها، أخذ الاحتياطات اللازمة عند نقلها، استنتاجه لمساميتها بإعداد وضعها في مناخ رطب عالي الحموضة جد الضار بالقطعة والمسامات، واستنتاجه أيضا للمعطيات المناخات من درجة الحرارة، الضغط، نسبة الرطوبة، نسبة ثاني أكسيد الكربون، لتعديلها حسب ما تتأقلم به المجموعات المتحفية الحساسة مثل المعادن الكيميائية. العلاقة بين المحافظة على التراث والعلوم الفيزيائية. المثال الأول: الحفاظ على مجموعات متكونة من مواد عضوية يجب على المحافظ أن يكون مطلعا على ميدان الإنارة وتصنيفها، وقوة الإنارة تصب وابلا من الفوتونات التي تتلف القطع وتمسك ألوانها. كذلك الإنارة المصحوبة بالحرارة التي تسبب خلق بؤر لبعض الحشرات والكائنات الجارية الآكلة للمواد العضوية. معرفة الظلال، حدود ما تراه العين، ووحدة انحراف الضوء تعيننا في خلق مجال سينوغرافيا مريح للزائرين مشاهدة القطعة المعروضة. المثال الثالث: معرفة المعطيات الفيزيائية للقطعة وتفاعلها مع محيطها لا يتم الحفاظ عليها سواء في مخزنها أو قاعة عرضها بطرق صحيحة دون تكهنات. المثال الرابع: معرفة حدود الأضواء وطول موجاتها الترددية لتقصي وتحليل لأصالة بعض القطع الأثرية، وذلك باستعمال الإضاءة ما فوق البنفسجية كمثال. العلاقة بين المحافظة على التراث والعلوم الكيميائية. القطعة الأثرية متعددة ومتنوعة، متكون من المواد العضوية، مجموعات متكونة من المعادن، أخرى متكونة من الصخريات، ومجموعات أخرى مكونة من مزيج من المواد. كل من هذه المجموعات لها ما يؤثر فيها من المحاليل الكيميائية سواء كانت مصنوعة أو طبيعية. كثرة الغازات الحامضة في الهواء مع وجود رطوبة عالية تسبب تآكل المواد القشرية وتؤكسد العديد من المعادن. مثال آخر: وجود قطع أثرية متكونة من مادة البرونز على رفوف من اللوح يخلق مجالا للتفاعلات الكيميائية المتمثلة في تآكل هذه الأخيرة من قبل الحامض المنتج من اللوح. مجال العلوم الكيميائية من جهة أخرى قادر على محافظة القطعة الأثرية، وذلك من خلال صنع محلول خاص يمنع تآكل المواد. مواد أخرى كيميائية متاحة في مجال المحافظة الوقائية تستعمل أيضا لترميز القطع. عديد من الخلطات الكيميائية حسب مقادير مدروسة تستعمل لتركيب أجزاء قطع أثرية متناثرة وتقويها وتزيد في دينومتها. معرفة المحاليل الكيميائية وكيفية استعمالها تعيننا على التقصي في مجال أصالة القطع الأثرية ولكن دون الضرر بها. العلاقة بين المحافظة على التراث وعلوم الرياضيات. مجال خزن القطع الأثرية على محافظ التراث معرفته للأحجام وكيفية حسابه ثم طريقة خزنه باستعمال النظام الفضائي مع ترك مجالات خاصة للممرات ومجالات أخرى للتعامل مع القطع الثقيلة أو الخفيفة. مجال العرض كيف القطعة المعروضة حسب فضاء العرض وحسب ما تتقبله عين الزائر لرؤيته بوضوح للقطعة ولقيمتها الفنية، وذلك يجب على المحافظ معرفته لزوايا الرؤية الجيدة مع حساب درجات انعكاسات الضوء ومختلف أنواع الظلال. في مجال الجبر والإحصاء للمجموعات المتحفية دوريا تعتبر من الضروريات المتابعة الحينية ما يزداد أو ينقص، وبالتالي معرفة السبل الأنجع لحماية مخزون التراث والثقافي من السرقات وغيره. معرفة أحجام قاعات العرض والفتوحات الموصولة إليها بمعرفة انسياب الهواء النقائص المخلة بديمومة القطعة الأثرية. بعض التقنيات الحديثة التي استعملها المخبر في بعض مجالاتها في مجال المحافظة الوقائية، المحافظة العلاجية والتحديث.
من ضمن التقنيات الحديثة استعمال المسابير اللاقطة للعديد من المعطيات المناخية في قاعات العرض المتحفي في المخازن المجموعات المتحفية واللقاء الأثرية. في بعض واجهات العرض وصناديق نقل التحف يرشدنا على النقاط التالية: نسبة الرطوبة المطلقة، درجات الحرارة بأنواعها، الضغط الجوي، سرعة وكمية تدفق الهواء، غاز ثاني أكسيد الكربون، قوة الإنارة وبعض المعطيات الضوئية. هذه المسابير مصحوبة ببرمجية تقنية استنتاجات موفقة برسوم بيانية وجداول المعطيات المناخية. على إثرها نبني مخططا واضحا في مجال المحافظة الوقائية بالقطع الأثرية وحماية الأعوان العاملين بها في الميدان. تقنيات أخرى لمراقبة المعطيات المناخية داخل فضاءات العرض المتحفي، بعض المخازن أو داخل بعض الواجهات، ومدنا بالقياسات حينيا عن بعد عبر الإنترنت، كما يمكن الاطلاع على احداثياتها وفق تطبيقات تحمل على الهواتف الذكيه. يوجد هذا النموذج بمتحف سقارة والمنستير، وايضا بمتحف العادات والتقاليد بجلة. وفق المعطيات المتحصله عليها من برمجيات المجسات، يقع تعديل مناخ العرض حسب درجه تاثر المواد المكونه للمجموعات المتحفيه، اما بشق الرطوبه العاليه وتعديل نسبتها بواسطه آلة تعديل الرطوبه، او العكس تماما بزياده الرطوبه بالتحف التي تستوجب بمواتها مناخا رطبا. محور المحافظة العلاجية حسب اتفاقية بين المعهد الوطني للتراث والمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيات النووية، تمت عملية تعقيم ومساواة بعض المجموعات المتحفية المتكونة من المواد العضوية باستعمال الأشعة النووية الصادرة من الكوبالت 60 أو من السيزيوم 137. عملية التعقيم والمداواة بالأشعة النووية تعتبر من التقنيات الحديثة الصائبة في إخماد معيشة الطفيليات، الحيوانات الجرية وحتى الفيروسات، ولكن تكرار هذه العملية على المجموعات المتحفية يسوقنا إلى تدهور تماسك المادة المكونة لها، لذا استوجب تغييرها بما هو أنفع وأنجع في مجال المحافظة الوقائية وديمومة القطع الأثرية زمنا طويلا. يستعمل المخبر من ضمن التقنيات الحديثة الميكروسكوبية الرقمية في بعض من التحاليل المعقدة كتحليل تركيبة الرسوبيات أو الرماد وغيرها من بعض الأتربة أو العضويات العالقة خارج أو داخل أوعية تراثية المصدر، كما يستعمل أيضا لفك بعض الرموز أو التعرف لمواد مكونة لمجموعة من التحف الفوتوغرافية، الإنارة، مفاهيم البنفسجية. هذه التحاليل وغيرها تصب في خانة معرفة مكونات القطعة الأثرية وأيضا معرفة أصالتها من عدمها. وفق اتفاقية أيضا بين المعهد الوطني للتراث والمعهد الوطني للبحوث والتحاليل الفيزيائية والكيميائية، تم تحليل بعض العينات الحجرية المكونة لبعض من التحف الأثرية وتحليل العديد من العينات المعدنية في نطاق البحث عن أصالتها وبعض اللقاء الأثرية، وذلك لتثمين بعض البحوث أيضا وأيضا لتنوير العدالة. الآن المخبر رهينة عصر التكنولوجيات الحديثة والمستحدثة ويسعى لتطوير آليته، ويبقى المخبر متواضعا مقارنة بالمخابر العالمية في نفس المجال، فالتطوير وإدراجه ضمن المؤسسات المنتجة في مجالات التحاليل والاستنتاجات يتطلب ميزانية ضخمة وديناميكية عمل الأساس واستغلال كافة العلوم بالصورة الصحيحة وبجدية متفانية، والتكوين والتحييد المستمر للإدارات والتعيين العاملين به. فما يسعنا إلا أن نمد بالمحاور الأساسية التي تتطلب فعليا الاعتماد على التقنيات الحديثة: محور المحافظة الوقائية، محور المحافظة العلاجية والترميم، محور التأثيث الوثائق والبرمجيات، محور التحاليل والاستنتاجات، محور المواد الكيميائية المستهلكة وغيرها من المستلزمات الضرورية، محور التجهيزات الإعلامية والمعلوماتية، محور عقود الصيانة، محور عقود الاتفاقيات والتكوين المستمر. في هذا العرض سندرج مثال على الأقل في بعض من المحاور. مثلا محور المحافظة الوقائية، العديد من المتاحف الإثنوغرافية تعرضت مجموعاتها المتحفية العضوية إلى ظاهرة التسوس، وبالرغم من مداواتها المتكررة باستعمال المحاليل الكيميائية وغيرها من التطبيقات العلاجية، فإن آفة التسوس ترجع بقوة لإتلاف ما تبقى. في إطار العمل على إنقاذه استوجب اقتناء وتركيز آلة التعقيم بشق الأكسجين للقضاء على الحشرات الآكلة للمادة المستخلصة من النباتات والطفيليات والحيوانات الجارية. تريتمون أنوكسيك يعوض تريتمون نيوكليير. الطابعة ثلاثية الأبعاد في مجال المحافظة العلاجية والترميم من ضمن الآليات الحديثة التي نستطيع إدراجها ضمن مجال الترميم. إذا ما توفرت المعلومات التاريخية بقطعة أثرية منقوصة سهل إعادته على ما كانت عليه بطباعة ما ينقصها من أشكال، كما نستطيع نصب بعض من القطع النادرة والمدرجة في القائمة الحمراء وعرضها في دور جوار الدخل الأصلي.
في محور التحليل والاستنتاجات أيضا في ظل الإحداثيات الجديدة للتكنولوجيات المتقدمة في عالم الجاريات تحتسب المخبر ميكروسكوبيات الجودة العالية التي تفيدنا بالمكونات الفيزيائية الكيميائية المعدنية والمينرالوجية لبعض العينات المتأتية من بعض القطع الأثرية المكسورة أو بعض من أجزاء القطع الأثرية المحجوزة. يتم تحليل المعطيات المتحصل عليها وفق برمجيات وأنظمة محملة على الحواسيب أو الهواتف الذكية. تليها عرض بيانات الاستنتاجات وفق جداول مخططات تظهر لنا خصوصيات القطعة، المواد المكونة لها، وتكشف الجانب المخفي من تاريخها أو تأريخها. في نفس المحور هناك المجالات ميكروسكوب عالي الدقة يعتمد على نسبة أشعة الليزر للتحاليل والاستنتاجات، مجال الحجريات المعادن وعضويات المنسوجات. ميكروسكوب رقمي يعتمد على الإضاءة بفوانيس للتحاليل والاستنتاجات، مجال تكبيره يصل إلى 1600 مرة. المنظار الرقمي مصحوب بكاميرا محمية من السوائل، مجال تكبيره يصل إلى 1200 مرة، يستعمل للتفتيش وتطبيق الأماكن المعزولة والجوفاء. التصوير بالأشعة هو وسيلة لفحص المواد من أجل الكشف عن عيوب مستترة بتسخير قدرة الأشعة السينية ذات الأطوال الموجية القصيرة وأشعة جاما والنيوترونات على اختراق المواد المختلفة، وهو يمثل عنصرا أساسيا من الاختبارات غير المتلفة للقطع الأثرية وغيرها من الهياكل العظمية. تحاليل المادة بواسطة الومضان الحراري أناليز دراماتير بارتينو فلوريسون 6. تقوم الآلة المحمولة، أصبحت الآن آلة محمولة لإكس من تحديد البؤر المختلة والكشف عن العناصر المضمحلة للمعادن الثمينة وتحديد وزن الغلاف الطلاء وسمكه، يقلل التصميم المريح والخفيف من إجهاد مستعمله ويتسع مجال استخدامه في الأماكن التي يصعب الوصول إليها. كما تحسن هذه الآلة حدود الكشف وتقصير أوقات رفوعات القياس، مما يضمن نتائج مخبرية وجودة عالية. حتى تسمي النيام لتعيير الذهب تستطيع هذه الآلة أن تقيسه تعيره. محور تحليل واستنتاجات التاريخ بالكربون المشع باستخدام الكربون المشع والتاريخ عن طريق تقنية الإشعاع، بحيث يستخدم محلال الكربون 14 لتقدير عمر المواد العضوية مثل الخشب والجلود، وتصل إلى نحو 58 مليون إلى 62 مليون سنة ماضية. وقياس النسبة المتبقية من النقيض الكربوني في المواد العضوية يعطي تقديرا من عمرها، العمر الكربوني. ومع ذلك فهناك تقلبات صغيرة في نسبة الكربون 14 والتقلبات هذه سجلت في الطبيعة ويمكن ملاحظته في حلقات بعض جذور الأشجار وأحجار الكهوف. هذه السجلات تتيح للباحثين تعديل أو معايرة التاريخ الكربوني، إعطاء تقدير أكثر دقة للعين. وإحدى الاستخدامات الأكثر شيوعا من الكربون المشع هو تقدير عمر البقايا العضوية من المواقع الأثرية. المخبر لا يستطيع حاليا تركيز آليات وبرمجيات التاريخ بالكربون المشع نظرا لتكلفتها الباهظة وما تتطلبها تطبيقاتها من صيانات دورية، ولكن يستطيع تاريخ بعض من عيناته عبر اتفاقيات تبرم مع مخابر علمية أخرى. يبقى للتراث العديد من المجالات المتعطشة لاستخدام وتطبيق التقنيات الحديثة، نذكر منها على سبيل المثال تمييز القطعة الأثرية باستعمال تقنية الكودابار أو تقنية الكود بازار، أيضا الترميز بالكود كير حسب المواد المكونة لها، استعمال على أماكن حفظها، عرضها، تسجيلها وتحركاتها ضمن المعارض المؤقتة سواء داخل البلاد أو خارجها. كما تعتبر هذه التقنية صماما أمان لموروثنا الثقافي وحمايته من السرقات والتلف. تحيين الجرد المعلوماتي للقطعة الأثرية وإدراج تطبيقات التصوير الرقمي ثلاثي الأبعاد، متابعة حالة حفظها والسار على ديمومتها ووضع الخطط اللازمة للتصرف المخاطر المحتقة بها. توظيف النظارات العالم الافتراضي في بعض المتاحف، في بعض المواقع الأثرية والمعالم التاريخية لإضفاء بعض الديناميكية الممتعة في مجال العرض ومحاكاة بعض الشخصيات التاريخية ورؤية بعض المعالم المنقوصة كاملة وواضحة، مع إدراج أفلام تسرد أهم الوقائع والأحداث التاريخية أو بعض من المقاطع الحيادية في كواليس القصور. هذه التقنيات تثري مجال السياحة الثقافية وتجلب العديد من الزوار لرؤية العديد من العروض المتنوعة بعين حديثة، تحيي الجانب الاقتصادي الثقافي لهذه البلاد. وفي آخر المطاف وحوصلة ما أدرجته لكم سيداتي وسادتي الكرام من معلومات حول مخبر المحافظة وتعميم المجموعات الثقافية، مخبر التراث المنقول سابقا
وما زال مخبر التراث المنقول بأنه لا يوجد مستحيل لتعزيزه بإمكانيات وتجهيزات وآليات تساهم في تطوير المخبر بمستوى التحاليل والبحوث والاستنتاجات حسب المواصفات العلمية المعمول بها لدى المخابر الدولية، وأيضا تطوير أساليبه في كيفية التدخلات الحفاظية والترميم بورشاته، وإرساء منظومة دورية متواصلة في تكوين كل أعوان وإطاراته لمجاراة النسق التصاعدي في مجال المحافظة على التراث دوليا وإقليميا. كما استوجب التفكير بكل جدية في توسعة المخبر وتوسعة مجالاته وانتخاب أخصائيين آخرين، كما استوجب تضافر جهود كل الأسلاك من المعهد الوطني للتراث من باحثين، محافظين، مهندسين، تقنيين وأعوان الإخفاء في إنتاج المعلومة القيمة ذات الصبغة العلمية والعالمية. كما يجب التفكير جذريا في إيجاد حلول لرأس ميزانية خاصة لانطلاق المشروع المخول له في المستقبل ليكون مثمرا ويدخل حيز الإنتاج والإنتاجية ويصبح له عوائد مالية، وذلك بعد النظر فيه من كل الجوانب التشريعية والقانونية. في آخر المطاف وفي النهاية أشكر كل الحضور على حسن الاهتمام والمتابعة. شكرا سيد محمد بديع بيدوح، يوضح لنا علاقة علم المحافظة الوقائية ببقية العلوم وتداخلها وكيفية الاستفادة منها وما أنتجته من اتفاقيات مع مؤسسات أخرى علمية، وهذا يجرنا للحديث عن سبل تطوير المخبر وتجهيزه بالتقنيات والوسائل الحديثة ودعم الجهود المبذولة حتى الآن في علاج تراثنا المادي. Donc merci Si Bediع. Le fondateur du laboratoire, M. Slim Khosrof, interviendra tout à l'heure au débat. Donc, mais avant, je cède la parole à Mme Nejla Abbesi et M. Abdelkrim Kamoun, restaurateurs au laboratoire national, pour présenter leur communication intitulée « La conservation-restauration des objets métalliques ». مرحبا Mme Nejla. الميكرو نجلة. حل الميكرو مدام نجلة. صوتي واضح هكا؟ فوالا. مرحبا بكم. باش نقدم لكم البريزونطاسيون تاعي اللي هي تتمثل في la conservation restauration des métaux. Exemple des objets métalliques traités au laboratoire de la conservation et restauration des biens culturels mobiliers. Donc, le plan, c'est introduction générale. Je vais parler des métaux, mécanisme de la dégradation des objets métalliques, méthodologie interventionnelle adoptée pour la conservation et restauration des métaux, les précautions après traitement, ensuite, photo des objets traités au laboratoire de conservation et restauration, et enfin, la conclusion. Donc, à l'introduction générale, donc, la conservation du patrimoine consiste à identifier, à protéger et à faire connaître les aspects importants de notre culture et de notre histoire. L'ICOM adopte les termes suivants: conservation préventive, conservation curative et restauration, qui ensemble constituent la conservation-restauration du patrimoine culturel matériel. Ces termes se distinguent les uns des autres en fonction des objets, des mesures et des actions qu'ils englobent. Donc, les définitions de ces termes sont les suivantes. Conservation-restauration, c'est l'ensemble des mesures et des actions ayant pour objectif la sauvegarde du patrimoine culturel matériel, tout en garantissant son accessibilité aux générations précédentes, futures, présentes et futures. La conservation préventive, ce sont des mesures et actions ayant pour objectif d'éviter et de minimiser les détériorations ou pertes à venir. La conservation curative, c'est l'ensemble des actions directement entreprises sur un bien culturel ou un groupe de biens ayant pour objectif d'arrêter un processus actif de détérioration ou de les renforcer structurellement. La restauration, ce sont des actions directement entreprises sur un bien culturel singulier et en état stable, ayant pour objectif d'en améliorer l'appréciation, la compréhension et l'usage. Donc, le conservateur du patrimoine étudie, classe, conserve, entretient et met en valeur les biens culturels mobiliers et immobiliers avec un objectif, les transmettre aux générations futures. Donc, on ne peut pas faire la conservation-restauration sans connaître le matériau métal. Donc, je vais commencer par l'histoire de découverte des métaux. L'histoire
L'histoire des procédés d'extraction des métaux commence 6000 ans avant notre ère. Au Moyen-Orient, 6 métaux furent utilisés durant la préhistoire et l'Antiquité: l'or, l'argent, le cuivre, l'étain, le plomb et le fer. L'or et l'argent étaient trop mous pour être utilisés en dehors des bijoux. Le cuivre pouvait être durci en le martelant, mais c'est la découverte de l'alliage cuivre-étain, qui est le bronze, qui permit de faire des outils. Le plomb, facile à travailler, servit à faire des récipients et des canalisations d'eau sous l'Empire romain. La maîtrise du fer fut si importante. Elle marque la transition de l'âge du bronze à l'âge du fer vers 1000 ans avant notre ère. Le premier métal de l'époque historique est le mercure. Il est utilisé sous forme d'amalgame au IIIe siècle avant notre ère. Et voilà un tableau récapitulatif qui montre les périodes de chaque découverte de métal. Donc, l'origine des métaux. On peut trouver les métaux soit à l'état natif, soit sous forme de minerais. L'état natif, c'est état de corps simple, non combiné à d'autres éléments. Et minerais, ce sont des roches à partir desquelles les métaux doivent être extraits. Donc, propriétés des métaux. Parmi les propriétés particulières, il y a les propriétés mécaniques, sont celles qui leur offrent de très nombreuses applications. Ils ont un point de fusion et d'ébullition élevé, un conducteur d'électricité et de chaleur, une densité et une masse volumique plus grande, un éclat métallique brillant, plus ou moins dur, tous les métaux presque de couleur grisâtre, excepté le cuivre qui est rouge ou orange et l'or qui est jaune. Malléables qui peuvent être aplatis ou amincis en feuilles et ductiles qui peuvent être attirés en fil sans se casser. Donc, voici quelques métals qui ont été utilisés dans l'Antiquité. Voici le cuivre natif. Donc, il existe en petite quantité à l'état natif et c'est sous cette forme qu'il a été utilisé en premier. Ensuite, il est généralement extrait de minerais. Voici les différents types de minerais: malachite, chalcopyrite, cuprite, chalcocite, corinite. Son point de fusion, 1083 degrés Celsius, c'est la température à partir de laquelle le métal devient liquide. C'est un très bon conducteur électrique et thermique. Et dans l'Antiquité, le cuivre est utilisé dans la fabrication d'objets d'art, des monnaies, des ustensiles, des sculptures. L'or, c'est un métal noble et précieux, coloré précisément en jaune d'or, matière pure, dense, très ductile et molle, facile à travailler, connu de toute antiquité, apprécié pour son fort éclat de petit soleil, en particulier sous forme de diverses parures depuis la fin du néolithique ou des pièces de monnaie depuis l'Antiquité. Son point de fusion, 1064 degrés Celsius. L'or est utilisé dans la fabrication des bijoux et des monnaies. Le plomb, de couleur gris, on trouve principalement le plomb dans des minerais comme la galène. Il est facile d'extraire le plomb en raison de sa base de température de fusion à 327 degrés Celsius. C'est un composé toxique à l'origine de pathologies responsables du saturnisme, son utilisation, fabrication des tuyaux de canalisation. L'argent, c'est un assez bon conducteur. L'argent existe à l'état natif, il se nomme argent natif, il est exceptionnellement présent en masse importante. On retrouve l'argent dans des minerais comme l'acantite, la postite et l'argyrite. Donc, ça, cette photo présente l'argent natif. Donc, sa température de fusion est de 962 degrés Celsius. L'argent est plus dur que l'or, mais moins que le cuivre. Il est utilisé essentiellement pour des bijoux, monnaies, vaisselle, etc. Donc, le fer, c'est un métal gris-blanc dont les surfaces exposées à l'air humide forment des oxydes rouges sombres. On trouve du fer dans des minerais comme l'hématite, magnétite, sidérite. Les alliages, c'est la combinaison d'un métal avec un ou plusieurs autres éléments chimiques, ce qui permet d'améliorer les caractéristiques du matériau, comme par exemple le rendre plus dur, résistant à la corrosion ou bien faciliter son usinage. Parmi les alliages du cuivre, on trouve le bronze, qui est une combinaison entre cuivre et étain, et le laitan, cuivre et zinc. Donc, ce sont les métaux les plus connus, les alliages plutôt les plus connus depuis l'Antiquité. Donc, passons au mécanisme de la dégradation des objets métalliques.
que les objets recueillis dans les collections muséographiques se caractérisent par leur ancienneté, c'est-à-dire qu'un temps plus ou moins lent s'est écoulé entre leur fabrication et le moment où ils ont intégré l'institution muséographique. Durant ce délai, surtout les métaux subissent des modifications substantielles tant au niveau de leur apparence que de leur constitution. Ces modifications, induites par l'écoulement du temps et les facteurs environnementaux, sont les manifestations du vieillissement. Donc, cycle de la vie de l'objet métallique. La vie de l'objet métallique appartenant à une collection muséographique est marquée par 3 événements: la fabrication, la phase d'utilisation, la phase d'abondant, puis la découverte ou la mise à jour. Chacune de ces étapes peut laisser sa marque tant au niveau de la surface de l'objet que celui de sa structure métallique. Il convient de prendre en compte que le métal tel qu'il est mis en œuvre pour la fabrication des objets n'existe pas dans la nature. Il est le résultat d'une opération de transformation à partir d'un minerai pour l'obtention d'une matière première semi-finie. Donc, l'extraction du métal à partir de son minerai n'est possible que par un apport d'énergie permettant de libérer le métal des autres matières auxquelles il s'est associé dans la nature et avec lesquelles il s'est trouvé en équilibre. Mais il aura tendance tout au long de sa vie à revenir à un état proche de celui de l'équilibre dans lequel il se trouvait à l'état naturel. Le mode de fabrication, les traitements de préservation et l'environnement auquel il sera confronté atténueront cette tendance à la dégradation de ses qualités d'utilisation qui se trouvent déclenchées dès les premiers instants après sa fabrication. Après l'abandon de l'objet dans un milieu terrestre ou marin, des processus de corrosion vont conduire à une transformation du métal en profondeur, donc le stade ultime et le retour à un état proche de celui du minerai. Donc la corrosion, qu'est-ce que la corrosion? Donc la corrosion est l'altération d'un objet métallique par l'environnement que l'action d'un processus de type galvanique. Il faut en exclure les effets purement mécaniques. On peut distinguer 2 types de corrosion. La corrosion passive, elle forme une couche homogène et protectrice à la surface de l'objet, telle que les carbonates. Cette couche forme la patine noble. La corrosion active, elle est plus dangereuse, elle se manifeste par une augmentation rapide du volume en raison de la réaction du métal avec d'autres éléments. La formation de couches de corrosion finira par attaquer le métal sain au-dessous de la patine. Faute de mettre fin à la réaction de formation de ce composé, on assistera à une minéralisation totale de tout objet métallique affecté par ce processus. Donc, la conséquence de la corrosion, le développement du mécanisme de la corrosion fait perdre aux métaux leurs propriétés physico-chimiques initiales. On parle d'altération. Les principaux changements sont perte d'éclat et changement de couleur, modification des propriétés physiques et chimiques par une augmentation de volume, la perte de l'épaisseur du métal et la résistance mécanique de la couche de corrosion qui va devenir inférieure à celle du métal. Donc, fondement de la susceptibilité à la corrosion dans un environnement muséographique, des facteurs externes et des facteurs internes sont les causes de déclenchement de la corrosion des métaux. Les facteurs externes sont situés au-dessus de la surface originelle. Ce sont les caractéristiques et les différents éléments circulant dans le milieu. Les facteurs internes sont situés au-dessous de la surface originelle. Ce sont les propriétés chimiques du métal qui réagissent à leur environnement. L'inadéquation des locaux, l'insalubrité des réserves et les conditions d'exposition hasardeuses sont aussi les causes du vieillissement prématuré des biens culturels. Donc voilà les différentes corrosions des métaux. La corrosion du fer, elle se manifeste généralement par la présence de rouille, terme génétique désignant les oxydes de fer ou les minéraux produits à la suite de la réaction du fer métallique avec l'oxygène et la vapeur béant une croûte brune, brun rougeâtre, jaune ou orange. Donc voici 3 types de corrosion. Ça, c'est un fragment en fer de Birnscheld. Il y a écaillage, donc c'est un anse, et la corrosion d'une chaîne de lustre. La corrosion du cuivre, elle se caractérise généralement par une croûte dont la couleur varie dans les tons de bleu et de vert.
carbonate de cuivre, azurite et malachite, recouvrant une couche rouge et pulvérulente ou compacte et foncée. Il peut également y avoir des taches de corrosion verticale et le ramolli dans les couches. Donc ici, sur la tête de cette statue, il y a une trace, c'est la maladie du bronze, qui se manifeste sous forme de taches poudreuses vertes. Ici, cette photo, une couche granuleuse couvre toute la surface du plomb. On dit que c'est une corrosion uniforme, puisque le métal après traitement est sain. Corrosion de l'argent. Les objets en argent peuvent avoir une apparence argentée au moment où on les déterre. Lorsque leur surface est exposée à la lumière, elle devient toutefois gris-violet en raison de la présence de chlorure d'argent, un produit de corrosion commun sur les objets archéologiques en argent. Donc, ici, on voit les différents types d'altération. Donc l'argent et l'or, dans cette photo, l'argent et l'or sont souvent alliés avec le cuivre qui présente une corrosion verte ou rougeâtre indiquant du métal précieux à valeur diminuée. Donc ici, sur cette pièce de monnaie en argent, on voit ce type de corrosion. Corrosion du plomb. Sur le plomb, les produits de corrosion, normalement du carbonate de plomb blanc, créent une couche adhérente, peu résistante et relativement uniforme à la surface du métal. On trouve parfois de l'oxyde de plomb rouge sur des objets archéologiques, mais une telle présence est rare. Au contact du sol, la couche extérieure de corrosion sur le plomb pur et ses alliages se décolorent. Donc, méthodologie interventionnelle adoptée pour la conservation-restauration. Les principes de la conservation-restauration. L'intervention technique sur un bien culturel est un acte grave où se joue à la fois sa compréhension immédiate et ses chances de survie. C'est pourquoi il faut souligner l'importance de quelques règles fondamentales qui cherchent à établir la nécessité de ces interventions, en limiter l'ampleur et à les inscrire dans un cadre méthodologique d'ensemble. Pour cela, le restaurateur doit respecter l'intégrité du bien culturel en suivant cette démarche. Un examen diagnostique, enregistrement des intervention minimum, lisibilité des interventions, la réversibilité et compatibilité des matériaux introduits. Voici un organigramme de la conservation-restauration. Donc, il y a les étapes de la conservation. On a le diagnostic d'étape, ensuite la conservation, qui se divise en conservation préventive et curative, la restauration, le nettoyage, protection, stabilisation, les différentes. Examen diagnostic et documentation. Le diagnostic ou examen diagnostique a pour objectif d'établir les causes probables d'altération d'un bien culturel à partir de la connaissance de ses matériaux constitutifs, de leur état et de leur environnement. Il comprend le constat d'état et la documentation se rapportant au bien culturel, à ses significations, à son analyse environnementale et contextuelle. La synthèse de toutes ces données permet de déterminer l'urgence, la nature et l'étendue des interventions nécessaires. Donc l'enregistrement, on commence par l'enregistrement. Chaque objet prend un numéro de classement propre au laboratoire. La création d'une fiche de conservation pour chaque objet est indispensable. Et voici une fiche, un exemplaire de fiche de conservation qu'on utilise au laboratoire. Donc sur cette fiche, on a identification, numéro de labo, numéro d'inventaire, la datation, provenance, donc matière de composition, description de l'objet, l'état de conservation, les propositions d'intervention, les interventions actuelles, les photos et les recommandations de conservation. Donc, on remplit cette fiche au fur et à mesure depuis la réception de l'objet jusqu'à la fin des interventions. Donc, une recherche bibliographique, cette recherche permet d'orienter la restauration sur l'historique de l'objet, comme exemple les interventions et les restaurations antérieures. Comme le cas du chaudron romain provenant du musée d'El-Jam, une intervention antérieure a été réalisée dans les années 80 et qui a déclenché une nouvelle altération due au conditionnement défavorable de stockage dans les réserves. J'ai trouvé des clichés photographiques en noir et blanc qui montrent son état médiocre de conservation. Donc, matériel de dimension et de poids.
La prise de poids est indispensable avant de commencer le traitement. Voici quelques modèles de matériel utilisés au laboratoire. Donc, ici, on a le pied à coulisse pour les dimensions. Ensuite, un modèle de balance digitale pour le pesage des objets légers comme les bijoux, or, argent. Donc, prendre le poids d'un objet avant de commencer le traitement est nécessaire puisque le métal augmente de volume, comme le cas des pièces de monnaie. C'est de cette image de pièce de monnaie. Donc, ici, on voit la concrétion qui couvre la pièce de monnaie. Son poids est de 2,12 grammes. Donc, après nettoyage, on marque très bien la diminution de poids. Donc, il est devenu 1,65 grammes. L'observation macroscopique. En tout premier lieu, l'observation de la surface des objets se fait à l'œil nu, par enregistrement photographique et à la loupe binoculaire. La couverture photographique. L'étude d'une œuvre d'art commence généralement par une observation des clichés photographiques en lumière directe, rasante, sous rayonnement ultraviolet et infrarouge. Cette couverture est un document indispensable de base. Elle permet de conserver sous forme d'image l'état de l'objet au moment où celui-ci a été confié au laboratoire. Observation photographique de la surface du chaudron romain. Donc, ici, on voit que la corrosion a rendu la surface rugueuse et a modifié la couleur initiale, dépôt d'oxyde. Donc, il y a attaque par corrosion est fortement avancée. Elle a perforé le métal et a laissé dans l'île l'épaisseur du métal résiduel est réduite tant que l'objet est cassant sous la moindre crainte. Ici aussi, la corrosion par les chlorures de cuivre se prolonge au-dessus de la surface. Donc, c'est la couverture photographique qui peut montrer tout ça. Après, on peut faire une étude. La loupe binoculaire, c'est une technique d'observation de la surface du métal. Cette méthode permet une vision en relief et en couleur de détails avec des grossissements qui sont largement suffisants, allant jusqu'à 60 fois. L'observation permet d'examiner l'état de surface et ne nécessite aucun prélèvement de matière. Donc ici, un objet, un mortier en cuivre. D'après l'observation de la surface du mortier par loupe binoculaire, on met en évidence une corrosion dangereuse de couleur verte. La mise en évidence de la rupture du métal semble due à une contrainte mécanique dépassant la limite de plasticité du métal qui a conduit l'éclatement du métal faisant apparaître une fracture de 0,5 cm. Un autre objet, on a fait une observation à la loupe binoculaire, on a constaté la présence d'un dépôt rugueux, compact et pulvérulent au grattage qui couvre par endroits la surface de ce plateau. Ici, près, on peut voir les altérations de couleur rouge qui est le cuprite, la couleur verte, ce sont des chlorures de cuivre. Donc, on passe à l'observation macrostructurale par radiographie X. La radiographie permet l'exploitation de l'intérieur de l'œuvre afin d'établir un diagnostic sur son état. Donc, ici, la radiographie nous a montré les vides à la base du chaudron correspondent aux zones en noir sur le cliché. Le corps du chaudron apparaît strié par des lignes pointillées alternant des zones claires foncées. Ces différentes couleurs attestent d'un travail de martelage pour sa mise en forme. La deuxième photo, c'est un cliché radiographique qui montre que la fracture correspond à ce qui est visible en surface et que l'objet est fabriqué initialement en une seule pièce. L'observation des effets de la mise en œuvre sur la microstructure des objets métalliques. On utilise dans cette analyse microstructurelle deux moyens qui sont la microscope optique, c'est-à-dire la métallurgie. On va utiliser la métallurgie. Donc, l'examen métallographique consiste à visualiser la microstructure d'un métal en réalisant sur un échantillon poli un examen micrographique pour déterminer la propreté du métal et un examen microscopique après attaque chimique
pour analyse de la microstructure de l'organisation interne du métal et de son état de cohésion. Donc, cette photo montre, c'est le MEB, couplé avec l'analyse par dispersion d'énergie X. Donc, pour l'obtention de micrographie à fort agrandissement, la composition élémentaire dans des zones pertinentes de l'échantillon. Donc, observation métallographique du brûle-parfum sans révélation. On voit ici dans la première photo limite d'épuisement et dans la seconde, on voit très bien la corrosion intergranulaire qui se prolonge dans la masse du métal. En vue de coupe de l'échantillon du brûle-parfum, c'est après attaque chimique. Donc ici, on voit très bien des grains de recueil de forme polygonale et des grains proches de la surface qui sont petits et allongés vers le sens de compression produite par le martelage. Donc ici, il y a la corrosion intergranulaire. Un prélèvement d'un échantillon tronçonné d'une cuvette montre la différence de la couleur du métal après révélation chimique. À partir de cette observation métallographique, nous pouvons distinguer le type de métal. On voit ici la couleur jaune et celui du laiton, qui est un alliage de cuivre. Donc, il y a une différence entre bronze, couleur du bronze et du métal. Et du laiton. Ici, une observation métallographique du chaudron romain. Ces deux images, ce sont des sections transversales de l'échantillon du chaudron, sans révélation. On voit ici la corrosion interne, donc l'absence du métal. Ici, on voit la couleur verte, ce sont des chlorures. La couleur rouge, c'est du cuprite. Après la révélation structurale par attaque chimique, on voit ici les limites du métal. Donc, les limites, voilà, qui sont des traits, et les limites intérieures. Ici, c'est le métal résiduel. Il ne reste que quelques traces de métal. Ici, il y a les dendrites qui montrent la technique de fabrication du métal. Observation sous microscope électronique à balayage. Donc, l'analyse élémentaire par spectrométrie montre la composition. Le cuivre 58, c'est un élément majeur, et le plomb. Donc, cette observation au microscope, l'analyse, nous montre le constituant principal du chaudron et du cuivre, avec un ajout de plomb, comme c'est le cas dans la tradition romaine. Les protocoles d'intervention. Donc, le nettoyage, on va commencer par le nettoyage, qui consiste à éliminer la saleté et la corrosion active, et à partir de la localisation de la surface originelle, s'effectue le choix du type de nettoyage et de la technique à mettre en œuvre. Le nettoyage chimique, le principe de ce nettoyage est l'emploi d'un réactif sélectif permettant de dissoudre ou de modifier la cohérence des produits de corrosion externe sans nuire aux produits de corrosion interne ou au métal. Le choix du réactif s'effectue en fonction de la nature chimique des produits de corrosion à éliminer. La première photo, c'est la photo d'un brûle-parfum qui est couvert de pulpe de papier imbibé d'hexamétaphosphate de sodium. C'est pour ramollir la couche superficielle, les sédiments, voilà, pour ramollir les sédiments et facilite le nettoyage. Donc, l'immersion de la cuvette dans la deuxième photo, dans la solution de sel de seignette pour dissoudre la corrosion de surface et pomper les chlorures de cuivre localisées à l'intérieur du métal. Et la troisième photo, c'est l'utilisation de gel agar-agar avec un papier aluminium pour le pompage des chlorures. Donc, c'est différents types de réactions qu'on utilise d'après l'altération de chaque objet. Donc, le nettoyage mécanique. Après l'extraction de tout produit de corrosion et de saleté, le nettoyage par frottement s'effectue à l'aide d'un flexible doté d'une brosse en laiton. Ce type de nettoyage sert à décaper les produits de corrosion très faiblement accrochés au métal et la poussière, et donne aussi le poli final à la pièce avant de passer à l'étape suivante. Donc, le nettoyage mécanique élimine la saleté des couches de corrosion active de la surface des objets au moyen d'outils tels que brosse, scalpel, graveur.
Les techniques de dégagement mécanique sont classées selon leur mode d'action. Elles sont sélectionnées en fonction de l'état physique des produits de corrosion, de la localisation surface originelle et de la taille de l'objet. Ici, les images montrent des interventions mécaniques à l'aide d'un micromoteur doté de différentes brosses qui conviennent avec chaque étape d'intervention et même chaque type de corrosion. Cette photo, c'est intervention mécanique à l'aide d'un scalpel. Voici un exemple. Par exemple, le nettoyage mécanique permet le dégagement du sédiment mêlé avec les produits de corrosion de cuivre révèle une superficie originelle parfaitement conservée. On le voit ici. Donc, et c'est l'allant après traitement. Et le nettoyage mécanique. La stabilisation. Pour une bonne protection des biens culturels, on fait appel à la stabilisation. Cette inhibition rend le métal plus résistant à la corrosion par la neutralisation des chlorures. Une fois les chlorures extraits, ils réagissent en surface du métal pour produire des composés chimiques stables. Donc, les procédés d'assemblage, il y a collage et consolidation. Le collage est une technique d'assemblage qui consiste à assembler les différents éléments d'une pièce au moyen d'adhésifs. Les traitements de collage et de consolidation doivent aider aux objets résistance, longévité, tout en sauvegardant la réversibilité de l'intervention. Ici, c'est un exemple de collage. C'est le réassemblage de la branche d'une croix avec de la résine et des fibres de verre. Voici le résultat après traitement. Ici, un aquamanil, c'est le décollement de la pâte droite de l'aquamanil. Donc, nous devons situer cette partie. La protection après traitement. Donc, lorsque l'objet métallique est nettoyé, il est directement en contact avec le milieu ambiant. Il risque de se corroder très rapidement s'il n'est pas protégé, en particulier si les conditions environnementales sont peu favorables. Elle peut consister en une protection par l'application d'un revêtement pellicule de cire naturelle ou artificielle et paraloïde B72. La restauration. Donc, on peut faire une restitution de la forme par des résines époxydes chargées de tissu de verre et coton de verre, et la remise en couleur du comblement de la lacune en prenant une couleur proche mais non identique à celle du métal originel pour que la restauration demeure perceptible en toute discrétion. Voilà. Le numéro d'inventaire. L'inscription d'un numéro d'inventaire se fait généralement entre deux couches de vernis transparent. Le numéro y est inscrit à l'aide d'une plume de dessinateur avec de l'encre blanche. Le numéro est inscrit de façon à être à la fois discret et facilement repérable. Pour une pièce de monnaie et une médaille, le numéro est inscrit sur le porte-pièce. Lorsque la surface d'un objet est corrodée, on écrit plutôt sur un carton que l'on dépose à l'intérieur du sachet dans lequel l'objet est conservé. Il est également possible de l'inscrire sur une étiquette attachée à l'objet. L'emballage. Donc, l'emballage d'objets métalliques s'effectue à l'aide de papier sans acide, recouvert d'une pellicule plastique stable comme le plastique à bulle, et ensuite scellé par un ruban adhésif. Enfin, un rapport d'intervention qui regroupe plusieurs types d'informations plus ou moins développées. Donc, il faut mentionner le constat d'état, observation complémentaire. Donc, le rapport doit rendre compte précisément des observations et des explorations réalisées. Il peut par exemple contenir des éléments d'histoire matérielle, une étude des techniques de réalisation, une analyse des dommages, un diagnostic et propositions d'intervention. Donc, les interventions, ce sont ces descriptions précises et illustrées de photographies et de schémas, protocoles, déroulement, mise en œuvre, produits utilisés, localisation des zones traitées.
Préconisation de conservation. Le rapport doit préciser la sensibilité et la fragilité de l'œuvre, la surveillance à exercer et les mesures de prévention à suivre. Ensuite, documentation annexe, s'il y a bibliographie, rapport d'analyse et d'autres. Donc, voici un exemple de fiche de conservation rédigée après traitement. C'est encensoir suspendu par des chaînettes. Voilà. Une autre fiche de conservation, c'est intimité. Voilà, l'état de conservation, c'est plus détaillé. Voilà, les interventions actuelles, recommandations de conservation, les photos avant et après. Donc, maintenant, les précautions après traitement. Les objets archéologiques métalliques restaurés nécessitent de prendre des précautions lors de leur manipulation. Saisir l'objet à deux mains tout en choisissant les meilleurs points de préhension. Ne pas manipuler les objets à main nue, mais utiliser des gants en coton ou en latex propre. L'acidité de la peau peut endommager la surface des objets de façon irrémédiable. Voir si nécessaire un support plus grand que l'objet. Ne pas appliquer de produits de nettoyage. Dépoussiérer au chiffon ou à la brosse souple. Ne pas essayer de recoller un objet brisé à la suite d'un choc. Faire appel à un conservateur-restaurateur. Ensuite, observer, inspecter régulièrement les objets. Pour la présentation ou l'environnement proche des objets métalliques, il est préférable d'éviter certains bois, trop tanniques, châtaigniers, chênes, contreplaqués, car ils génèrent des acides qui peuvent avoir une action corrosive. D'éviter de les stocker dans des caisses en bois tannique ou en aggloméré, car les cols sont néfastes. De ne pas coller d'étiquettes directement sur les objets, de recouvrir les objets en réserve d'une housse tout en maintenant une bonne ventilation, de recouvrir les étagères d'un film isolant. Enfin, les objets traités craignent l'humidité. Il est indispensable de les maintenir dans une humidité relative inférieure à 30%. Il faut éviter les variations brutales et répétées du taux d'humidité et de la température qui pourraient provoquer des variations dimensionnelles menant à des fondements et des décollements. Il est également préférable de les tenir à l'écart de la lumière directe, naturelle ou artificielle. Les rayons ultraviolets peuvent entraîner la dégradation des résines de protection. L'intensité, la durée et la composition de la matière sont les facteurs à maîtriser pour assurer une bonne conservation des œuvres. Donc, maintenant, je vais vous présenter des photos d'objets traités au laboratoire de conservation et restauration. Donc, un encensoir. Khalil Kamoun, le technicien en orfèvrerie, est en train de tester le matériau de l'encensoir par un test de millième, donc pour voir le carat, s'il est argent ou pas. Ça, c'est l'acide par lequel il va tester l'objet. Et ça, c'est une voilà. Voici un plateau de café en laiton avec avant traitement et après. Ici, un nettoyage mécanique est suffisant pour se débarrasser des traces verdâtres de chlorure qui se trouvent ici. Voici une lampe à huile de musée Ribat Nastir avant traitement et après traitement, on voit amélioration de la lisibilité du décor par les salissures. Ici, le nettoyage mécanique a permis de faire ressortir une trace de restauration antérieure et la soudure de la tête de chèvre. Cette marmite, pendant le nettoyage, c'est un décapage d'eau a permis de faire ressortir la technique de construction de la marmite par assemblage de tenants mortaise. Ici. Donc, ça, c'est une statuette avant et après restauration. Un coffret en bois recouvert de feuilles d'argent, c'est le traitement d'un objet composite. Il y a les matières organiques et inorganiques, donc
voilà l'état final. Ici, c'est un félin avant et après traitement. Une pièce de monnaie islamique en argent, avant et après. Monnaie islamique en or, avant et après traitement. Ici, c'est un rasoir en argent. Des ciseaux en fer. Vue d'ensemble du trésor monétaire de 554 pièces appartenant au musée de Sfax, avant et après nettoyage. Enfin, les biens culturels constituent un patrimoine matériel et culturel pour les générations à venir, puisque ceux-ci ont été confiés aux soins de conservateur-restaurateur. Ce dernier a une responsabilité particulière envers le bien culturel. Ainsi, le conservateur-restaurateur exerce dans le respect de la déontologie internationale de sa profession. Ces principes contribuent à la sauvegarde de tous les biens culturels, quelle que soit leur époque ou leur valeur, même s'ils sont à l'état de fragments. Le rôle fondamental du conservateur-restaurateur est de préserver les biens culturels au bénéfice des générations présentes et futures. Il contribue à la compréhension des biens culturels dans le respect de leur signification esthétique, historique et de leur intégrité physique. Il a pour mission l'examen diagnostique, les traitements de conservation curative et de restauration du bien culturel, ainsi que la documentation de ces interventions. L'examen diagnostique que pratique le conservateur avant le traitement de l'objet consiste à déterminer les matériaux constitutifs de l'état de conservation du bien culturel, à identifier ses altérations, leur nature et leur étendue, à évaluer les causes des dégradations, à déterminer le type de l'étendue de l'intervention nécessaire à sa préservation. Cela comprend également l'étude de la documentation se rapportant aux biens culturels. Donc, la conservation curative consiste principalement à intervenir directement sur le bien culturel dans le but de stabiliser une altération en cours comme le traitement de la corrosion d'un objet métallique. Et merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Madame Nejla Abbasi, pour cette exhaustive présentation. Donc, vous nous avez présenté l'histoire, les propriétés et les caractéristiques des métaux et leur cycle de vie, les altérations des métaux et comment détecter la corrosion de chaque métal, les principes et les protocoles des interventions de conservation sur les métaux, ainsi que les méthodes et les appareils appropriés pour l'observation et les analyses des métaux. Donc, merci Nejla et un grand merci à Abdelkrim Tamoul qu'on salue. Donc, arrive à Madame Hejel Bajar. Madame Hejel Bajar, l'une des plus anciennes restauratrices du laboratoire national. Elle a travaillé avec Sislim Khosrof, avec M. Salah Al-Wirtini. Madame Hejel va nous présenter son travail sur la conservation-restauration des pièces de monnaie, d'objets en verre et en ivoire. Bonjour à tous, merci Madame Samer pour votre présentation. Alors, tout d'abord, je voudrais... Attendez, je n'ai pas mis la caméra, excusez-moi. Un instant, voilà. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier donc l'Agence de mise en valeur et de la promotion du patrimoine culturel. Je voudrais aussi remercier l'Institut national du patrimoine et plus précisément la direction du développement muséographique. Et je remercie également donc monsieur Mohamed Bedia Boudour, le directeur de notre laboratoire, donc pour votre confiance en fait pour cette présentation. Et je remercie également et je les remercie beaucoup tous ceux et celles qui veillent au bon déroulement de cette visioconférence. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui, donc comme l'a dit Madame Samer, la conservation-restauration des pièces de monnaie, des objets en ivoire et des objets en verre. Alors,
je vais essayer tout d'abord de faire une définition et puis je vais présenter le protocole de traitement et là je vais essayer de parler des objets en général, des matériaux en général et puis je vais présenter des exemples sur des objets en métal, des objets en ivoire et les autres en verre avant et après traitement. Et je terminerai avec la conservation préventive. Alors, on commence par la définition. La conservation curative, c'est l'ensemble des interventions effectuées sur l'œuvre afin de ralentir les effets de son vieillissement ou de sa dégradation. Elle exerce une action directe sur les effets de la dégradation des matériaux constitutifs ou de leur mise en œuvre, ainsi que sur les effets d'agression externe à l'œuvre, étant à éviter que ces effets ne modifient la structure, l'aspect ou le sens de l'œuvre. Elle comprend toutes les opérations de consolidation, refixage, désinfection, protection et entretien des œuvres. Alors, la restauration, c'est une intervention directe sur l'œuvre destinée à lui restituer son intégrité en respectant sa bipolarité esthétique et historique. L'intervention effectuée doit être stable et réversible. Elle a pour but de faciliter la lecture de l'œuvre. Alors, pour le protocole de traitement, je vais parler des objectifs du traitement, de l'organigramme de la conservation-restauration, le pesage des pièces et enfin les étapes de traitement. Commençons par les objectifs. Les objectifs, alors, c'est assurer tout d'abord la conservation d'un objet archéologique à long terme, révéler les informations archéologiques dont il est le support matériel et permettre sa lisibilité et sa présentation. Et là, on dit que tout traitement, il doit être en fait adapté à chaque objet et à son état de conservation. L'organigramme de la conservation-restauration. Nous avons tout d'abord le diagnostic d'état. On va parler de la documentation, de l'examen et du diagnostic. Et là, on effectue des photographies, des observations macroscopiques, c'est-à-dire à l'œil nu. On va faire des mesures, que ce soit par les PA coulisses pour prendre les dimensions. Et on va utiliser une balance pour faire en fait les poids des objets avant et après traitement. On va faire aussi la documentation. On va voir par une loupe binoculaire pour mieux observer donc la surface, la surface en fait extérieure de nos objets. On va faire, si c'est possible, bien sûr, la radiographie X. On va faire de la microscopie optique et éventuellement des analyses, par exemple par le MEP, c'est-à-dire le microscope électronique à balayage. Alors, le choix du traitement, ça, c'est en fonction des objectifs et du diagnostic. On va faire un programme des interventions à effectuer, le choix des techniques requises et aussi le choix de l'ordre des interventions. Le traitement proprement dit, ça, c'est selon l'état de la pièce. Traitement bien spécifique selon un ordre prédéfini. Il y a le nettoyage, la stabilisation, le collage et la restauration, et enfin la protection. Et on termine avec la documentation et le stockage. On va faire des photographies, un rapport de notre traitement et l'emballage de l'objet et son stockage. Alors, le pesage des pièces, comme on voit ici, j'ai mis donc deux balances différentes selon en fait le poids de notre objet. On va utiliser celle-ci. La première, on l'utilise pour même pour les objets en or et les objets en or. Et celle-là, c'est pour les pièces, les autres pièces qui sont des pièces en plus petites. Ça, c'est pour le pesage des pièces. Ensuite, on va voir les étapes de traitement. On va commencer par le nettoyage. Le nettoyage, c'est quoi le nettoyage? Le nettoyage, c'est l'élimination des produits
d'altérations externes qui sont sur l'objet. L'objectif de notre nettoyage est de révéler les interventions dans l'objet et le support matériel et qui sont révélées en partie par la surface originelle. Le nettoyage a un caractère irréversible. Il peut détruire certaines informations ou les induire en erreur pour le reste de notre intervention. C'est pour ça que le nettoyage doit être fait donc d'une manière, il faut faire attention pour ne pas en fait endommager notre objet. Alors le nettoyage, il y a 3 types de nettoyage. On a le nettoyage mécanique, le nettoyage chimique et le nettoyage électrolytique. On commence par le nettoyage chimique. Donc, il consiste dans l'emploi d'un réactif sélectif permettant de dissoudre ou de modifier la cohérence des produits d'altération qui sont sur notre objet. Voilà. Et puis, le nettoyage mécanique, il s'agit en fait d'exercer une contrainte destinée à désolidariser ou à abraser les produits de corrosion externe. Il permet d'éliminer les produits d'altération ramollis par voie chimique. Les techniques de dégagement mécanique sont classées selon leur mode d'action. Alors, on va utiliser le bistouri sont là, ou le scalpel pour un nettoyage par piquetage. On va utiliser les vibrations en utilisant donc l'ultrason ou le burin de graveur qui est ici. C'est ça, c'est un nettoyage par vibration. Et le frottement en utilisant le flexible qui est ici, c'est par donc polissage et brossage. Et selon en fait la pièce ou le matériau qu'on est en train de faire le traitement, on utilise la brosse donc adéquate. Et pour le nettoyage électrolytique, c'est en fait c'est un montage. On a la node et la cathode pour en fait nettoyage de la surface de notre objet. Et ces traitements sont le nettoyage électrolytique. On l'utilise souvent pour les objets qui sont sortis de la mer, donc qui ont en fait des couches de corrosion assez épaisses. Et donc le nettoyage électrolytique va permettre donc petit à petit d'éliminer en fait cette couche d'altération. Et le nettoyage électrolytique, c'est un nettoyage qui prend énormément de temps. Donc c'est un nettoyage qu'on doit avoir on doit avoir beaucoup de temps pour l'appliquer et le faire. Voilà. Alors, après le nettoyage, on va parler de la stabilisation. La stabilisation, en fait, c'est d'établir une couche qui va en fait inhiber donc la corrosion externe pour que notre objet soit mieux stabilisé. Donc, ce sont en fait des adjuvants qui sont indispensables à tous les nettoyages. Ils permettent la mobilisation des produits de la corrosion pendant les traitements tout en protégeant le métal originel. Les plus utilisés de nos jours sont ceux qui conduisent à des réactions de complexation à la surface métallique pour produire un film de sel métallique très stable. Alors, la restauration, on agit pour la restitution de la forme, c'est-à-dire qu'on restitue des parties manquantes et qui ont une importance pour la lisibilité de notre œuvre. On recourt principalement aux résines synthétiques, notamment la famille des époxydes, en les chargeant en cas de besoin de fibres de verre et en les teintant avec des pigments ou des colorants. Donc, voici en fait là, il y a le tissu en fait de verre, l'araldite, c'est un genre de résine, de colle, et là c'est le pigment qu'on va en fait utiliser parfois pour les objets faire une restitution de la forme. Alors, et enfin, la protection pour les étapes de traitement. La protection, on va effectuer une pose d'un film
assurant l'étanchéité à l'eau et à l'air en redonnant un certain brillant à la surface métallique. Cire et vernis sont les principales matières utilisées. Et là, en fait, j'ai mis donc une photo pour le stockage des pièces après traitement. On met avec les pièces, ce sont des pièces en fait en métal. On a mis du gel de silice pour en fait régler l'humidité relative, puisque le gel de silice ici a son caractère d'absorber l'humidité en surplus. Là, on va présenter ici donc les exemples d'objets traités. On va commencer par les pièces de monnaie. Alors ici, nous avons une pièce, donc là c'est l'avers et le revers de notre pièce. C'est une pièce d'une période antique, c'est une pièce en plomb. On va tout d'abord prendre donc les dimensions donc adéquates pour notre pièce. Et puis, on va regarder les altérations qui sont sur notre pièce. Là, on note, puisque ça c'est un objet en plomb, on note la présence des carbonates de plomb ici présents. C'est une couche quand même qui est assez importante. Donc, pour les interventions qu'on a effectuées, tout d'abord, on a mis donc notre objet dans de l'eau désaérée pour en fait ramollir cette couche de corrosion. Et puis, on l'a brossé donc avec une brosse à dents et de la poudre d'alumine pour éliminer en fait cette couche de corrosion. Et à chaque fin de nettoyage de la pièce, on la rince avec de l'eau bidistillée et on met aussi de l'alcool pour faciliter et pour une évaporation rapide de l'eau. Et en fin de nettoyage, on fait une couche de paralloïde B72 pour consolider donc notre pièce. Donc ça, c'est la pièce avant traitement et là, c'est la pièce après traitement. Alors là, j'ai mis donc 4 pièces, donc c'est avant. Ce sont les pièces donc avant traitement là, et puis là c'est à chaque fois c'est après traitement. Donc ces pièces là sont aussi des pièces de la période antique et nous avons donc mis ces pièces là dans une solution d'hexamétaphosphate de sodium pour ramollir en fait les couches de produits de corrosion présents sur ces pièces là. Et ensuite, on a utilisé donc du scalpel et le touret pour éliminer mécaniquement donc ces produits de corrosion. Puis on a immergé ces pièces-là dans du benzotriazole pour appliquer donc une couche mince d'inhibition de la corrosion. Et enfin, on a appliqué une mince couche de cire pour une meilleure protection. Là, ce sont des pièces de la période, ça c'est une pièce, pardon, de la période islamique. Donc, ici, c'est la pièce avant donc, traitement, c'est une pièce en argent. On a en fait immergé dans une solution chaude de savon, puis on l'a brossé avec une brosse à dents et on l'a rincé à l'eau et on l'a séché avec de l'alcool. Et en fin de nettoyage, on a mis une couche de consolidation par du paralloïde B72 à 5%. Là, c'est la pièce avant traitement. Là, c'est la pièce après traitement. Là, ce sont des pièces de la période islamique. Nous avons 2 pièces. Là, c'est une
première pièce, donc avant traitement, et là c'est avant traitement, et là c'est la pièce avant traitement, et ça c'est la pièce après traitement. Là, on a donc des produits de corrosion, voilà, qui sont vraiment visibles sur cette pièce-là. Ce sont des produits de corrosion donc de couleur verdâtre, hein, qu'il faut éliminer. Donc, c'est en fait, on immerge ces pièces-là dans de l'hexamétaphosphate de sodium. On applique aussi après un brossage mécanique pour éliminer ces produits-là qu'on a déjà désolidarisés avec un nettoyage chimique. Et puis, on applique une fine, donc on inhibe sa surface originelle par du benzotriazole et puis on protège donc cette surface avec une fine couche de cire. Et là, ce sont aussi des pièces donc, en bronze et qui sont couvertes d'une couche assez plus ou moins épaisse de produits de corrosion qu'on a mis dans une solution d'hexamétaphosphate de sodium, puis on a effectué donc un brossage pour éliminer ces produits-là. Bon, quand vous voyez par là, la pièce numéro 3, elle est quand même, il y a des fissures qui sont présentes là. Donc, c'est une pièce qui est en fait très mal conservée. Donc, du coup, elle est en fait, le matériau, il est désolidarisé. Donc, il fallait vraiment faire très attention lors de son nettoyage pour qu'on n'ait pas en fait la pièce en miettes et en fragments entre nos mains. On passe aux objets en ivoire. Là, on est devant un peigne. Donc, il est en fait cassé des deux côtés. C'est un peigne où on a ici présence d'une décoration de forme circulaire. Le nettoyage de cette pièce s'effectue par un imbibage donc, du coton-tige par une solution d'eau oxygénée où on nettoie donc, tout ce qui est résiduel sur la surface de notre objet. Là, c'est un autre objet en ivoire qui se présente en deux fragments et qui est vraiment mal conservé puisque en fait, la décoration on voit ici, elle n'est pas elle est désolidarisée sur l'objet, donc vraiment il fallait donc, faire attention lors de nettoyage de la pièce qu'on appliquait donc petit à petit avec de la solution d'eau oxygénée, donc quand fallait mettre petit à petit le coton-tige pour ne pas en fait mettre l'œuvre en miettes. Hein. Et puis, en fin de notre nettoyage, on a fait une couche de consolidation de la pièce avec du paralloïde et on a collé les deux fragments. Là, ce sont des pièces, donc des exemples de pièces en ivoire. Donc là, c'est avant traitement et après traitement. On a appliqué donc un nettoyage donc avec de l'eau oxygénée hein, pour ces objets-là et aussi pour ces objets-là. Donc, on a éliminé donc tout ce qui est donc produits de corrosion et tout ce qui est salissure sur les objets.
et on a appliqué aussi une couche de paralloïde V72 pour consolider donc les pièces, puisqu'en fait, lors de leur nettoyage, donc, les pièces, elles sont, en fait, commencent à être désolidarisées. Voici, donc... حاول اضرب شوية الوقت ما عادش. Ah, ben, d'accord, ok. Ben, alors, pour le verre, voilà, donc je vais vous montrer cette pièce-là. En fait, elle est arrivée au laboratoire, elle était déjà donc restaurée auparavant. On voit en fait que les fragments sont donc collés. Et il y a eu donc comblement de lacunes. On a vu en fait sur la pièce qu'il y a eu donc les scotch sur la pièce. Donc on a éliminé le scotch et on a nettoyé à l'alcool et puis on a consolidé donc la pièce. Ça c'est pour cette pièce là. Cette pièce là aussi, elle était en fait en mauvais état de conservation. Donc, en fait, la couche d'irisation, elle était fragile. Et en fait, l'ancienne restauration, le col qui a été utilisé en ancienne restauration est jauni. Donc, il fallait éliminer ce col et nettoyer donc la pièce. Et aussi, donc, quand on faisait le nettoyage, il y a eu une petite partie qui s'est cassée, donc on l'a recollé avec de la colle cyanoacrylate. Voilà. Et aussi, donc, quelques objets qu'on a fait, donc les objets avant traitement et après traitement, qu'on a en fait juste fait appliquer un petit nettoyage à l'alcool pour ces pièces-là et ces pièces-là. Voilà, et puis on passe à la conservation préventive qui a en fait pour but d'éviter les dommages et de retarder la détérioration du bien culturel en créant autour de lui les meilleures conditions environnementales lors du stockage, manutention, exposition et transport. Elle n'implique aucun traitement du bien culturel, elle ne fait que définir les conditions optimales de sa préservation en contrôlant le climat et les causes de détérioration mécanique. Voici donc un tableau récapitulatif donc, de la conservation préventive des métaux. Donc, il lui faut, donc les métaux, il leur faut une atmosphère qui est sec, une atmosphère sèche, une humidité relative qui est comprise entre 20 et 40%. Donc, toutes les sources peuvent être utilisées, mais il faut faire attention par rapport à la chaleur. Et pour tout ce qui est donc l'éclairage, en fait, on peut se suffire à 300 lux, mais on n'a pas de limite d'éclairage. Alors, pour les métaux qui sont en bon état de conservation et les métaux traités, l'humidité relative doit être inférieure à 40%. Et pour les métaux corrodés, ça doit être inférieur à 30%. Alors, pour le verre, donc la température elle doit être comprise entre 18 et 20 degrés. L'intensité lumineuse elle doit être inférieure ou égale à 150 lux. Le rayonnement pour les verres photo-oxydés sera donc de 75 microwatts et le verre il doit être conservé entre une humidité relative de 45 à 50%. Et pour pour le verre qui transpire, ça doit être en dessous de 42%. Donc voici un tableau donc récapitulatif de l'atmosphère qui doit être donc mis pour les verres sains, le verre sensible, le verre qui transpire, et pour y voir aussi que l'humidité relative doit être comprise entre 50 et 60%, et la lumière elle doit être contrôlée. Donc voilà donc cette présentation. Donc je voudrais juste dire que tout ce qui est comment dirais-je, les études doivent être plus approfondies pour savoir en fait tout ce qui concerne la composition de nos matériaux,
pour mieux savoir et cibler nos méthodes de conservation-restauration. Et merci, et je vous remercie pour votre attention. Voilà. Merci, Hazel Baja. Très intéressant votre intervention. Le protocole de la conservation curative selon un organigramme des biens précis. Le nettoyage, la stabilisation, les étapes de traitement. Vous avez présenté aussi les monnaies, l'ivoire et les verres archéologiques. هاجر اقعد معانا ما تمشيش ماذا بيا كان سي سليم يلتحق بينا. Parce que aujourd'hui on a voulu rendre hommage à si Salah Al-Wartini. Misbih معانا هو il était avec nous mais malheureusement techniquement on n'a pas pu le joindre. Donc il y a un problème technique. مي سي سليم كان يلتحق بينا يحكي لنا شويه ساعه يعطينا رايه في المجموعه هذه فريق تبارك الله ما شاء الله حتى سي لطفي يحييكم تاع قبيلك بعث لي ميساج pas passé mais يقول للفريق الكل que je suis très fière des collègues et qu'on va certainement publier ces conférences vu la qualité des interventions. يعطيكم الصحة الناس الكل مرحبا بك سي سليم. سي سليم كما قلت عايشك كما قلت اليوم حبينا نكرموا عم صالح سي صالح الورتيني لكن ما نجمنيش دونك لو كان انت ومدام هاجر تحكيوا لنا عليه شويه وبيان سور تعطينا رايك في الفريق هذايا شو اللي شفته اليوم شو اللي عجبك اليوم واللي ما عجبكش. Tout m'a plu, hein. C'était les traitements que j'ai en souvenir depuis pas mal de temps. Et les types de protocoles, je n'ai rien à ajouter, ce sont des choses que j'avais mises au point d'abord seul, puis avec Salah, puis ces jeunes dames sont venues poursuivre ces traitements-là. Non, j'ai l'impression que le laboratoire est en cours de fonctionnement régulier. Il y a une question que je voulais poser à Si Bidour. Est-ce que le traitement d'anorexie est acquis par le laboratoire ou pas? Je n'ai pas compris. Est-ce que c'était une recommandation qu'il faisait ou le traitement d'anorexie est appliqué au laboratoire? Peut-être Madame Baja pourrait me répondre aussi. Bon, أنا نعرف تسليم اللي الاباري هذيك خذتها وزارة الثقافة وحطوها في مدينة العلوم. مش هكا هاجر كان عندك معلومة قل لي ما خذاهاش اللابوراتوار. système de j'entends pas, il faudrait qu'il mette le micro, Badir. Le micro. Voilà. هلا سي سليم مرحبا بك. عسلامة سي بدير. زرتنا البركه يا خويا. اسمع سي سليم لو تريتمون انوكسيك بكل صراحه حابينها المعهد الوطني للتراث يشريها للمخبر. لو بروبليم احنا كي حاطيناه في البرنامج في المداخله هو من ضمن الطموح تاع المخبر انه النسبه تكون عنده تريتمون انوكسيك هذه. تريتمون انوكسيك باش يقول ربما باهي ان خذتها مؤسسه اخرى باش ندخلوا ان شاء الله معاها معناها في اتفاقيه نولوا نعملوا تريتمون معاها هي معناها في الحكايه هذه. وانا نفضل لو كان المعهد الوطني للتراث يفضلنا القريه هذه خاطر مهمه برشا سيرتو مع آلة السوس اللي في برشا متاحف العادات والتقاليد. اللي عرفتك باش نقول لك سي بديع باش نقص عليك اللي عرفتك وانت تتكلم على التريتمون انوكسيك وانت عاملوا هذا كوم سورت دوبجيكتيف سو كي اي بيان ان سوا سي l'équipement شكون الانستيتيوشن اللي عندها un volume d'objets aussi important que l'INP pour pouvoir acheter ce équipement. Je connais où? Il a été acheté par qui? التريتمون انوكسي هو ما نجمش نحكي في العموميات اكسترا ثم تابع وزاره الثقافه طول على عاتقهم باش ياخذوا الاباريات. هو نورمالمون لازم يكون المعهد الوطني للتراث هو اللي ياخذ التريتمون انوكسي لانه عنده كم مهول من الماتير اورجانيك اكسبوزي.
ما زلنا احنا نطالبوا بالشيء هذا، وقاعدين نخلقوا في دوسيات اخرين، قاعدين نتبعوا زاد نعمل في دوسيات اخرين ونعمل معناها مش كان الدوسيات فقط، ثم دي زارجيمون دي زابي اللي نحبوهم يكونوا واضحين بادق، كيف يقولوا احنا بيتم باش نجموا ناخذوا التريتمون هذا. يا سيدي الدوسي تبع فيه من سنه 2004، الدوسي تاع التريتمون اوكسيد كان قديمه، كان تخدم بالازوت بالازوت. هو حاليا التريتمون اوكسيد ولات بريسك بورتاتيف، معناها بيان سيبلي، عندها البروغراماسيون، عندها اوليو دو فير معناها المشروع تاع الازوت، ولا بالعكس الهواء يدخل يصفي ديريكتومون من الازوت من الاكسجين كاريمون، ويحط ثم انفلو معين باش يخلي المجال يقع فيه تريتمون خالي من الاكسجين، مع ان اوكسيمتر باش يقيس اون بي بي ام قداش البورسنتاج تاع الاكسجين. واش نقول لك، احنا المخبر نتمنوا في اقرب وقت ممكن ان شاء الله دراسه الملفات ان ناخذوا مش كان للمخبر فقط، احنا ناخذوه للمتاحف اللي عندهم البريزونطاسيون دو كوليكسيون دو لا ماتيير اورغانيك. Le savoir-faire, des équipements de mesure environnementale, de la technique elle-même. L'essentiel des hygromètres, des appareils de mesure, d'accompagnement des objets dont ils vont passer en stockage, me jouent de laboratoire. Je ne vois pas qui pourrait, à part peut-être des bibliothèques ou quelque chose comme ça, qui pourrait à la limite utiliser ça pour les ouvrages en papier. Et il faut, avec le traitement anoxique, il faut avoir aussi des réserves adaptées pour le monitoring, etc. Exactement. في المكتبة الوطنية موجود التريتمون انوكسيك، عندهم معناها كامل التريتمون، عندهم كارونتين، وعندهم زاد لي ريزيرف الخاصة سبيسيال بعد التريتمون. يبقى لنا ثم ساعات ينادوا المخبر للكونترول، الفريق المتواجد يعمل كونترول. عندنا احنا ليكيبمون تاعنا، عندنا لي تيستو تاعنا لي سون، عندنا دي تيستو زاد متطورين في حكايه الهيوميديتي ريلاتيف، حكايه البريسيون، لو سي او 2 زاد اون كابت لو سي او 2، خاطر ساعه في التريتمون يقول لك علاش تكلكلي كيف تو دو سي او 2. دو سي او 2 ساعه ينديك بوكو تشوز، حتى على البيرسونيل، في لي لوكو ساعات كونت اون ديباس 1000 بي بي ام، سي ليفانويسمون تاع ايفانويسمون pour le personnel. Il faut trouver un local bien calibré. Par la réfraction d'oxygène, le plus dangereux du CO2. Non, le plus dangereux dans le CO2, et surtout quand l'humidité relative est élevée. L'acide carbonique, c'est un acide fort. Hein? L'acide acétique, là, l'acide carbonique, que le taux de gaz carbonique, et il faut en tenir compte. Et surtout avec les objets organiques. La plupart des objets organiques sont poreux et ils piègent dans leur pore du gaz carbonique. Raison de plus, maintenant, si on utilise des résines, ce qui est le cas de beaucoup d'objets culturels, résines de collage. Les résines de collage peuvent dégager du gaz carbonique. Non, vous avez parfaitement raison d'attirer l'attention sur la mesure du gaz carbonique. C'était un équipement très important qu'il fallait acheter. Très important. Des pompes, etc. Et c'était un gros équipement. Vous l'avez maintenant au laboratoire? لا انا عندي توا لي سونتر تاعنا يقيسوا السي او 2. عندنا تيستو، عندنا تيستو اسمه تيستو 175 اش يقيس لو سي او 2، الضغط السي او 2، يقيس لي بارامتر دو بريسيون، لي ديبي دو لي فوليوم، يقيس température de rosée, température psychrométrique en même temps، يقيس l'humidité absolue ainsi que l'humidité relative. وسيرتو نركزوا حتى على لي كومبيراتير دو روزي، سببت لنا برشا مشاكل في برشا متاحف. عندنا ليكيبمون هذا موجود حاليا. Des mesures ponctuelles. او على المباشر، هذه الباليز نتاع سو تيب دو تيستو اللي نحكي عليه. D'accord.
Oui, je vois non, mais c'est des mesures ponctuelles. Ce n'est pas des stations de mesure. Vous ne pouvez pas avoir d'enregistrement. ce type ينجم يعمل ce type d'appareil ينجم يحطه en station حتى مدة عام كامل. avec les sons بتاعه. عنده le son اللي يسموه sonde IAC. Ce type de sonde, le sonde ce type de sonde IAC, le brancher باللوجيسيال تاعو تعمل بروغراماسيون قد من حبيت. bon, ça a évolué. ثم البونكتويل ولي ميزور بونكتويل وثم لي ميزور اللي هما اون كادونس قد ما تحب انت معناها شهر زاد l'éclairage زاد كيف نشوفوا. Mais avant, c'était des armoires, donc, la mesure du CO2. C'était carrément une armoire avec des pompes de mise à la pression, d'air, etc. pour pouvoir. Ouais. سيسي انتم يعطيكم الصحه خليتونا زاد حاجه اخرى لي داتالوجور لي تيسو داتالوجور لي داتالوجور اللي خليتهم تسليم هذوكم اللي خذيتهم انت داتالوجور لي تيستو ايه شلون لي داتالوجور هذوك اللي زاد نحتاجوهم بالكامل نستعملوا فيهم خاطر كي تمشي مثلا ما نجموش نخلوا لي زاباري كله ينتشروا من الزاباري هذوما في كل من تحت نضطروا نستعملوا لي داتالوجور باش نشوفوا معناها الميكرو كليما على مده عام كامل. وي نو مي عندك ستاسيون ميتيو راهو كامله في اللابوراتوار. عندنا ستاسيون اكزاكتومون انا نشتغل فيها. Pour pouvoir caler les appareils, donc les datalogues, donc il faut savoir où en est leur déviation et puis les conditions, d'autres conditions atmosphériques, l'humidité en extérieur. En intérieur, l'autre plus à l'extérieur. Oui, c'est bien. Vous avez gardé la logique. Oui, vous avez gardé la logique. C'est pas mauvais. C'est مسألة في زيارة تكون المخبر مرة أخرى. مسألة في زيارة. إن شاء الله. ربي يعطينا الوقت. ربي يعطينا الوقت. إن شاء الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله. Vraiment bravo. Nous-mêmes d'abord. Oui, mais maintenant, un point technique. Oui. Un dernier point technique avant de passer à Salah Wartani. Oui. Vous n'avez pas étudié la question d'un plus grand bac d'ultrasons, parce que vraiment, les traitements à ultrasons, vous avez de grands objets, ça facilite énormément les traitements des surfaces métalliques, par exemple. Parfois, une simple nettoyage d'os d'ivoire dans un bain à ultrasons peut être intéressant. C'est très intéressant. Mais à l'époque, il n'y avait pas les plus grands qui étaient disponibles, c'était ceux qui sont actuellement en laboratoire. Il aurait fallu penser à imaginer de plus grands. Alors, je passe à Salah Wartani. Salah Wartani, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'était mon compagnon pour avoir monté tout le laboratoire. Vous le connaissez tous. J'ai passé un an tout seul, vu la taille du projet pendant les années 80. Je ne pouvais pas me partager entre le laboratoire, des équipements, puis une partie des traitements, parce qu'il fallait convaincre les collègues de l'utilité de ce que pouvait être un laboratoire. Personne n'y croyait. Je ne sais pas, il y a encore des photos d'archives. Ce qu'était le laboratoire, c'était la réserve de préhistoire. Avec oui, c'était une réserve de préhistoire avec des étagères de préhistoire. Il y a eu un noyau, une volonté d'un laboratoire vers l'indépendance, vers les années 60. On a mis des bacs et c'est tout. On a mis des bacs et des robinets et ça n'a jamais fonctionné. Pour la simple raison que ça ne pouvait pas être fonctionnel. C'était des robinets de cuisine, de maison, des bacs, mais ça n'a pas fonctionné. Les paillasses même n'étaient pas du tout solides. Et c'était des paillasses branlantes. C'était donc ça, c'était le compagnon de route
tout monté avec moi, d'un dévouement et d'un sens civique et d'une responsabilité envers les jeunes collègues qui sont entrés au laboratoire et considérés comme des membres de sa famille. Il n'a jamais caché la moindre information. Au départ, il ne savait pas quoi faire vis-à-vis de ça. Le concepteur des traitements, le premier applicateur avec lui, est-ce qu'on allait communiquer ça vers ces jeunes? Lui, c'était des pièces originales qui étaient mission. C'était ça, là, ou moi-même, qui signons des objets. Et si on est confié à quelqu'un, parce qu'on ne va pas rester derrière les jeunes apprenants, on leur faisait confiance. Oui, on va y aller. Qu'est-ce qu'on risque? Un objet se perde. Il y a 1 ou 2% de chances qu'il se perde. Mais le reste, on se rattrapera. Et ça a marché. C'est quand je vois Abbès et Béjar en train de réagir, citer les traitements, c'est bien. Arriver à quelque chose maintenant. Ce que je c'est que les nouveaux TEG qui sont à l'Institut et qui sont au premier front de la fouille et l'aménagement des musées, quelle est l'information qu'ils peuvent retirer du laboratoire? Maintenant, j'ai pu les convaincre, mais vous savez, dans le feu de l'action, il y avait des réflexes et beaucoup de collègues à l'Institut. Beaucoup qui à penser comment livrer. Lui, le premier qu'il a vu, c'était sa découverte, l'objet d'une publication. On l'a confié à une tierce personne. Mais vraiment, c'était là le gros problème. Ils ont fini par avoir confiance, mais il y a eu d'autres qui n'étaient pas convaincus, qui les gardaient dans leur tiroir. Ça, oui, il faut se dire la réalité, comment les garder dans leur tiroir avec les risques que ça suppose. Regretter de l'avoir fait, désolé. Alors on est obligé de rattraper. Ce lien de confiance doit être cultivé et développé. Et quitte à ce qu'eux-mêmes, il n'y a aucun mal, parce que sur les sites archéologiques, ils aient des centres de traitement. On a fait des expériences, on a fait même le générateur d'électricité était prévu pour le déplacement du laboratoire sur site, effectuer des traitements. سي سليم الوقت وقت وفيق نص دقيقة حاطينها مالوغوزمون مالا اون سالو سي صالح عم صالح بخير ان شاء الله في ديسمبر كما وعدناكم معناها باش نكرموا برشا ناس وباش نتلموا ان شاء الله وان شاء الله كيفاش يقولوا ما يجينا كان الخير قابلوا في الخير ان شاء الله. ميرسي بوكو ا فو ميرسي انفينيمون Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.